Ce qu'on croit, c'est qu'effectivement, comme on l'a dit au début, c'est que le profil prime sur la page ou sur le média. Et donc, pour simplifier, on croit qu'à la fin, la data primera sur le média. On est très orienté sur l'audience, le profil, c'est-à-dire à la fin, c'est un écran. C'est ça qui nous intéresse de comprendre. Donc c'est cet écran, c'est ça qu'on va traquer et qu'on va permettre à nos clients de mettre sur le marché, soit pour mieux acheter, soit pour mieux vendre. Audience Square, rapidement, c'est une coalition de 10 des plus grands groupes médias français en fait, qui ont pris conscience que les ad exchange et donc tous les achats automatisés en RTB, donc en real time bidding, c'est-à-dire les ventes aux enchères en temps réel d'espaces publicitaires, un petit peu à la manière dont on peut acheter aujourd'hui des actions, finalement, allaient prendre une part significative des investissements sur le digital. Cette année, on va parler de 90 millions à peu près en net, et on est aux alentours de 130, 140 pour l'année prochaine, donc ça commence à pu être totalement négligeable. Cette année, on est aux alentours d'une petite quinzaine de % des investissements digitaux qui transitent en fait via le RTB. Concrètement, ça revient à vendre aux enchères une impression. La grande différence par rapport aux habitudes qu'on a pu avoir d'achat et historique sur le marché, c'est que c'est des outils qui achètent des impressions, et donc de l'inventaire, à des outils qui le vendent. L'acheteur et le vendeur vont d'un côté mettre à disposition de l'inventaire avec certaines informations qu'on va donner. De l'autre côté, on va avoir un acheteur, qui est un outil, qui va décider en fait d'acheter des impressions aux enchères, donc en fonction de différents paramètres, et donc ils vont scanner, l'outil de l'achat va scanner en fait l'ensemble des inventaires qui sont mis à sa disposition sur le marché, et en fonction des critères qui leur auront été donnés, il va décider, l'outil, d'acheter ou non l'impression en fonction des performances qu'il va anticiper. Un PDG sur le site des Échos à qui on va afficher un message de Mazars par exemple, le message va être très bien reçu puisqu'il sera en haut de page sur un 300 par 600, éventuellement expand. Donc le message sera mémorisé. Je pense que c'est un tout petit peu réducteur de considérer Internet comme uniquement un levier de marketing direct et de performance. Quand vous faites de la télé, vous pouvez mesurer les ventes. Danone mesure ses ventes directement le lendemain en magasin avec ses yaourts. Ça fait pas le moindre doute. Est-ce que de la même manière, on pourrait imaginer peut-être des KPI différents qui permettraient de voir très clairement qu'on a exposé une cible, une audience précise dans un contexte précis. Vous pouvez diffuser une campagne aujourd'hui sur un site de streaming, vous pouvez diffuser cette même campagne pour Mazars sur le site des Échos ou du Monde ou du Figaro. Je peux vous garantir que votre message n'a pas du tout le même impact. Chez Viadeo, en fait, on a une double casquette. En fait, on a une casquette réseau social, bien sûr, et une casquette publisher. On a un modèle économique qui est assez différent, et on s'est très rapidement tourné vers comment pouvons-nous exploiter notre audience et notre data. Et là, je prends la casquette publisher chez Viadeo et en dehors de Viadeo. En dehors de Viadeo, bien évidemment, vous vous en doutez, on ne commercialisera pas, ou en tout cas, on ne vendra pas la data à proprement parler. Mais il existe un certain nombre de possibilités. Ce qu'on appelle l'extend rich data, aujourd'hui, quand on arrive à bien cibler, que ce soit par rapport à un profil, que ce soit par rapport à un moment, j'allais dire, de la vie professionnelle, parce qu'on est un réseau social professionnel, on arrive à être beaucoup plus pertinent sur les retours d'expérience et sur notamment les taux de clics en termes de performance. Donc cette approche, elle va se traduire par comment accroître de manière virtuelle notre inventaire au travers de la data, qui va me permettre de garantir, non pas un environnement de diffusion, mais un profil de diffusion, si je pouvais utiliser ce terme-là, et qui va me permettre de grossir et d'agréger et d'upseller mon modèle économique. On est partagé entre qu'est-ce qu'on fait de notre data interne, qui est notre ADN, qui est le cœur du réacteur, et comment on va l'exploiter et comment on va la mettre à profit pour les marques chez nous et en dehors. On est un modèle assez atypique. Aujourd'hui, de par notre position, on a pour ambition en tout cas de tester et voir l'appétence du marché, et à partir du moment où on aura ce premier feedback, on pourra y aller de manière un peu plus industrielle et un peu plus confiant. On est passé d'un régime d'information pour ce qui est du cookie et de droit d'opposition, donc de l'opt-out, hein, c'est un peu ça la définition, à un régime aujourd'hui, donc toujours d'information mais de consentement préalable. Lorsque j'installe un cookie pour
traquer. Je dois, au préalable, donc recueillir son consentement, qu'il soit d'accord. Alors, pour être clair, ça ne concerne pas les cookies qui ont vocation à faire vivre un site. L'idée, c'est que la CNIL, elle n'est pas là pour être un empêcheur d'innover en rond. Donc, on ne veut pas dire, bah oui, la loi dit que, donc il faut qu'on clique à chaque fois qu'on change de site, oui, je suis d'accord pour accepter le cookie. On essaie de discuter avec les acteurs pour trouver une manière ergonomique d'informer les utilisateurs, en pénalisant le moins possible l'expérience utilisateur, tout en protégeant la vie privée. Donc c'est un petit peu ça, je dirais, l'arbitrage à trouver. Si vous avez déjà navigué sur des sites, par exemple en Grande-Bretagne, eux, ils ont déjà implémenté un système un peu différent. Donc quand vous arrivez sur un site, vous avez souvent un petit bandeau qui descend et vous devez effleurer éventuellement la souris pour accepter ou non le cookie. Donc il y a des discussions qui sont en cours en ce moment, ça devrait aboutir prochainement. Pour revenir à la loi, parce que la loi informatique et liberté concerne les données personnelles. Donc qu'est-ce qu'une donnée personnelle? C'est un des premiers articles. C'est toute information qui est relative à un individu, directement ou indirectement. Donc c'est vraiment important d'avoir en tête cette précision de indirectement. Et donc en gros, aujourd'hui, il y a très peu de cas où on arrive à avoir de l'anonymisation réelle. On est plutôt sur de la pseudonymisation, ce qui est une bonne chose. C'est-à-dire que j'ai des informations sur un individu et je vais transformer cet individu je vais donner un chiffre par exemple, et c'est une manière en gros de sécuriser l'exploitation de ces données lorsque je vais les partager avec des tiers par exemple. 82% des internautes disent qu'ils ne se sentent pas à l'aise avec le fait qu'on puisse exploiter leurs données personnelles à des fins publicitaires, et 47%, moi ça m'inquiéterait si j'étais vous, fournissent de fausses informations. Donc voilà, on voit bien qu'il y a aussi quand même un décalage là-dedans. Ce que j'aimerais savoir, en tant qu'utilisateur, et ça concerne aussi les principes de la CNIL, c'est comment je suis calculé. On n'explique pas non plus aux internautes que potentiellement, on n'est pas là non plus pour aller rentrer dans votre vie. On s'en fout. Moi, je suis aussi partisan du pas de bras, pas de chocolat. C'est-à-dire que pas de cookies. Un internaute auquel je ne peux pas afficher de cookies me coûte de l'argent. C'est-à-dire que je lui fournis un contenu qui est gratuit pour lui, dans la majorité des cas, et lui me coûte de l'argent puisqu'il utilise de la bande passante et qu'en plus il vient consulter mon contenu. Il y a un moment où c'est pour ça que je parle de pédagogie. On cherche à la fois à mettre les données sur le marché, comme expliquait Sébastien, faire en sorte qu'on puisse mettre les données sur le marché. Et en contrepartie, on cherche à voir comment donner plus la main, en tout cas une meilleure perception aux utilisateurs. Donc c'est pas trivial parce que le sujet est compliqué, ça demande un peu il faut le faire bien, mais on cherche à la fois rendre les données plus liquides en quelque sorte, donc qu'on puisse les monétiser facilement, comme expliqué. Et à la fois, en contrepartie, essayer de donner un peu la main aux gens. Ouais. Les gens remplissent bien leur profil sur Viadeo. Donc on sait qui ils sont. Et pour une raison simple, c'est que on est en train de grandir, on est en train de s'améliorer dans la prise de conscience de l'irréputation. On a la chance d'être un site dans lequel les gens savent que le mieux ils renseignent leur profil, le plus ça leur apportera, le plus ça les aidera dans l'évolution de leur carrière et dans le fait de faire du business. Ce qui est le métier des accus, c'est de mettre de la data anonyme sur le marché, donc de la data où le plus possible on ne peut pas remonter à l'individu et dans lequel on trouve des patterns. Et aujourd'hui, la vraie réalité d'où on a le plus d'impression et où il y a une meilleure maturité de marché, c'est vraiment via les régies et le fait de proposer au marché, non pas de l'impression de contexte, mais de l'impression d'audience. J'arrive sur un site, j'ai un pop-up ou un bandeau qui pourrait s'afficher. Qu'est-ce qui se passe si je ne fais rien? Ça peut déjà être la première question. Est-ce que je peux continuer ma navigation ou est-ce que je suis obligé de cliquer? Et ensuite, c'est si je dois valider, si j'effleure la zone, c'est suffisant, par exemple? Est-ce que je dois cliquer? Donc voici un peu le niveau de granularité où se situent les discussions en ce moment entre la CNIL et les acteurs. Avec une nouvelle fois, l'idée d'avoir une approche pragmatique sur ne pas multiplier un nombre de clics, ça serait juste invivable pour les utilisateurs, et pas non plus sacrifier la vie privée, que l'utilisateur soit bien conscient qu'il est en train d'installer un cookie qui va tracer ses différents comportements sur un site ou entre différents sites. C'est quand on va demander le consentement à l'internaute, il y a l'option de dire je ne veux pas de pub, je ne veux pas qu'on prenne mes cookies, et je vais payer pour le contenu que je consulte. Mais c'est quelque chose qu'il va falloir, je pense, aussi réapprendre. Et ça va en tout cas dans la logique de pédagogie. C'est-à-dire que si vous devez couper, aujourd'hui, vous enlevez toute la pub sur Internet, alors on peut dire, on fait une licence globale, on le réinjecte dans le forfait, etc. Mais est-ce que vous allez payer 30 € de plus votre forfait tous les mois pour pas avoir de pub? C'est une question. Et puis après, comment est-ce qu'on distribue l'argent? Et à qui? Et puis est-ce que ça inclut également le téléchargement de musique? Donc il y a quand même une vraie question, c'est que quelle que soit la manière dont on prenne les choses, un contenu de qualité, ça coûte de l'argent.